Lecture de Manoukian, lecture du programme du CNR, à travers quelques chants, le chant des marais, le chant des partisans, la Marseillaise bien sûr, l'Internationale, et puis à travers quelques prises de parole de certains de nos camarades, de nos responsables nationaux et de Jean-Luc Mélenchon. Je vais donc tout de suite passer la parole à Éric Coquerel, coordinateur politique du Parti de gauche et conseiller régional d'Île-de-France. Éric, c'est à toi. Merci Paul, merci camarades. Moi je suis très satisfait d'introduire cette cérémonie avec des beaux drapeaux devant moi, bleu, blanc, rouge et vert. Je pense que ce sont des belles couleurs, celles de l'avenir. Une cérémonie qui a lieu effectivement dans un lieu symbolique, mais que nous avons initié. Je remercie les camarades parisiens et notamment Jean G et les camarades qui ont eu cette idée. D'abord à cause d'un effacement. L'effacement, c'est le 70e anniversaire de la victoire contre le nazisme, du 8 mai 1945, car il est bien difficile aujourd'hui, à travers les cérémonies officielles qui sont organisées, de voir l'importance de cet événement. À peine une gerbe déposée devant la tombe du général de Gaulle, sous l'Arc de Triomphe, et la revue d'un simple détachement militaire. On est donc bien loin là, de la part des hautes autorités de l'État, de ce qui s'est passé évidemment le 6 juin 2014, lors du 70e anniversaire du débarquement. Les hautes autorités de l'État ont en plus été jusqu'à snobber les seules cérémonies d'ampleur prévues dans le monde à l'occasion de cet événement, c'est-à-dire celle de Moscou le 9 mai, puisque comme vous le savez, à Moscou le 9 mai, nous étions le 8 mai en Allemagne, raison pour laquelle les Russes célèbrent cet événement le 9 mai. Ils l'ont snobé en suivant, et François Hollande l'a snobé en suivant M. Obama, Mme Merkel, alors même que les États les plus importants du monde en termes de population seront eux à cette cérémonie. Je parle de la Chine, je parle de l'Inde, je parle des pays de l'ALBA, je parle des pays de l'Afrique, et je dirais tout notre respect, notre amitié à Alexis Tsipras, mais aussi au président tchèque qui, quelque part, sauve l'honneur de l'Europe en étant présent à ces cérémonies. Tout ça au prétexte d'une nouvelle guerre froide dans laquelle nous serions engagés derrière les États-Unis, derrière l'OTAN, au sujet de l'Ukraine. Je trouve que dans les circonstances, surtout le 8 mai 1945, c'est un fort mauvais choix, surtout quand on sait à quel point les autorités ukrainiennes sont gangrénées par un parti nazi dans les plus hautes autorités militaires et de gouvernement. Cette cérémonie nous sert donc à dire deux choses. La première, c'est que la paix est un bien essentiel et que justement, commencer à réouvrir une ambiance de guerre froide est quelque chose d'extrêmement dangereux aux frontières même de l'Europe. La France serait mieux inspirée de proposer une politique indépendante des blocs et donc des choix qui sont toujours celles de la diplomatie et de la paix plutôt que de la tension guerrière. La deuxième chose, bien évidemment, c'est que le 8 mai 1945 n'est pas n'importe quelle victoire. C'est la victoire contre le nazisme. Et là aussi, nous nous étonnons que François Hollande n'ait pas saisi cette occasion pour rappeler une évidence toujours plus importante 70 ans après, au fur et à mesure que les témoins de cette période disparaissent les uns après les autres, et avec eux le risque d'une mémoire enfouie. C'est plus jamais ça. C'est plus jamais ça. Et au moment, évidemment, où en Ukraine, je l'ai dit, avec le parti nazi qui gangrène le pouvoir, mais aussi dans beaucoup de pays européens, l'extrême droite monte avec ses idées, il faut plus que jamais le rappeler. Je conclurai cette introduction en disant qu'en France aussi, nous avons depuis quelques jours des événements qui nous rappellent les heures les plus sombres de l'histoire. Je parle des discours racialistes de Marine Le Pen, qui prétend imposer dans ce pays ce qui n'a presque jamais eu lieu, c'est-à-dire un droit du sang intégral. De M. Ménard, qui prétend ficher les écoliers de sa ville sur des critères ethnico-religieux. La dernière fois et la seule fois où cela a été fait en France, c'est pendant l'occupation sous Pétain. Voilà donc le discours, le retour de ce qui a été l'essence même du nazisme, c'est-à-dire un discours qui prétend instaurer une inégalité entre le genre humain à partir de la race, y compris quand on racialise une religion. Je rappelle que c'est l'extrême droite à partir du milieu du XIXe siècle qui a racialisé la question de la haine du judaïsme sous l'antisémitisme, et nous assistons aujourd'hui, il faut le dire, à la même chose par rapport à la religion musulmane.
Donc voilà pourquoi il fallait au contraire célébrer de manière la plus importante possible ce 70e anniversaire de la victoire contre le nazi et les forces de l'Axe. Nous sommes ici devant l'immeuble, effectivement, d'où est sorti en 1944 le premier appel du Conseil national de résistance. Je dirais juste une chose, face aux années sombres et à l'avenir sombre qui nous prépare, plus que jamais, nous défendons les jours heureux. Je passe la parole à Georgi Kuzmanovic, qui est notre responsable national à la Défense. Cette commémoration du 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme ne doit pas être considérée simplement comme une fête, comme une célébration formelle, quelque chose qu'on doit faire, parce que c'est 70 ans, c'est un chiffre rond, et que nous sommes le 8 mai. Cette célébration, cette commémoration doit être pensée comme un combat que notre génération a apporté contre le fascisme et le nazisme qui se réveillent en Europe. Bertolt Brecht écrivait que le ventre est encore fécond où a surgi la bête immonde. Et malheureusement, le ventre fécond a donné naissance à de petits enfants du fascisme et du nazisme. Éric Coquerel l'a rapporté, l'a dit dans son introduction. Actuellement, partout en Europe, les fascistes et les nazis reviennent au pouvoir en force et dans les esprits. En Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban repose sur le parti Fidesz, qui est son allié, et qui fait ostensiblement référence à l'amiral Horthy et à ses croix fléchées. D'ailleurs, les militants du parti Fidesz se déplacent dans les rues de la Hongrie en tenue des SA, des croix fléchées. En Pologne, le parti de la Ligue des familles polonaises, actuellement en gouvernement, a commis quelque chose qui devrait être répréhensible en Europe, un texte qui a été distribué à Strasbourg, indiquant que la civilisation juive n'a pas sa place en Europe. Ceci a été non sanctionné, n'a pas été sanctionné par la suite. En Estonie, les vétérans de la 20e division Waffen-SS se réunissent tous les ans à Sinimäe. Ils sont d'ailleurs en cela soutenus par le ministre de la Défense d'Estonie, qui considère, je cite, que ces combattants, que l'Estonie doit beaucoup aux combattants de la liberté qu'ils ont été. Ils souhaitent ériger un monument en l'honneur des Waffen-SS. En Lettonie, le monument existe déjà à l'Estée. Là-bas aussi, à Riga, on défile tous les 16 mars avec les anciens de la Waffen-SS. En Ukraine, on l'a rappelé, Eric l'a rappelé, il y a des monuments, un monument à la division SS Galichina à Lvov. Et récemment, le nouveau gouvernement, qui est soutenu par les néo-nazis, on peut dire les nazis, a nommé comme conseiller principal du ministre de la Défense Dimitri Yarosh, le chef du parti Pravi Sector Roi, parti nazi dont les bataillons combattent contre la propre population ukrainienne avec les insignes du Troisième Reich, causant la mort pour le moment de plus de 6000 personnes et 1 million de déplacés. Ailleurs en Europe, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique, en France avec le Front National, en Autriche, en Finlande, les extrêmes droites progressent. C'est dans ce contexte qu'il est dommage que notre gouvernement n'ait pas commémoré plus efficacement et de manière plus grandiose ce 8 mai 45 pour rappeler que le combat contre le fascisme et contre le nazisme n'est jamais gagné, mais qui doit être permanent. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 h. Cela m'arrive comme un accident de ma vie. Je n'y crois pas, pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire, et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre, et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement.
Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne pas t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur. Et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé, que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour acheter sa peau, et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous tes amis, qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari, Misak Manoukian. Oui, juste quelques extraits car c'est un programme extrêmement long. Alors, le Conseil national de la résistance, qui rappelle donc qu'il est l'union et affirme cette union des organisations de la résistance, des centrales syndicales, des partis politiques, commence par rappeler la volonté ardente des Français de refuser la défaite, rappelle les combats de la résistance, dont il est dit clairement que ce sont des combats militaires, mais aussi et peut-être d'abord des combats politiques qui doivent continuer après la libération. Aussi le programme qui a d'abord une grande partie sur la partie militaire et l'achèvement de la libération du territoire, est ensuite un programme politique dans lequel nous retrouvons nos valeurs et qui est terriblement d'actualité aujourd'hui. Le programme affirme donc qu'il faut établir le gouvernement provisoire de la République, formé par le général de Gaulle, pour défendre l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, sa grandeur et sa mission universelle. Il faut assurer l'établissement de la démocratie la plus large, en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel, assurer la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, assurer la liberté de la presse, son honneur, son indépendance à l'égard de l'État et des puissances de l'argent, assurer la liberté d'association, de réunion, de manifestation, assurer l'inviolabilité du domicile et de la correspondance, assurer le respect de la parole humaine, assurer l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Et pour ce faire, le Conseil national de la résistance propose un certain nombre de mesures. Sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie, une organisation rationnelle de l'économie, l'intensification de la production nationale, le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés qui sont le fruit du travail commun, les sources d'énergie, les richesses du sous-sol, les compagnies d'assurance, les grandes banques nationalisées. Le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat et de vente, agricoles comme artisanales, et le droit à l'accès dans l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Sur le plan social, le droit au travail, le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail, la garantie d'un niveau de salaire suffisant, la reconstitution dans ses libertés traditionnelles du syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. Un plan complet de sécurité sociale qui vise à assurer à tous les citoyens les moyens d'existence. La sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier, l'élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre, une retraite qui permette aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours,
et le dédommagement des sinistrés, des victimes de la terreur fasciste. Une extension des droits politiques, sociaux et économiques aux populations indigènes et coloniales. La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction, quel que soit le niveau de fortune de leurs parents. Ainsi termine le CNR. Sera fondée une république nouvelle qui balayera le régime de basse réaction instauré par Vichy, rendra aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation. Ainsi sera rendu possible une démocratie qui s'unisse au contrôle effectif exercé par les élus du peuple, la continuité de l'action départementale. Le CNR conclut ainsi: en avant pour le combat, en avant pour la victoire, afin que vive la France. Je mesure l'humour de situation qu'il y a pour être sur la place Michel Debré quand on est le partisan de la 6ème République. Mais je ne veux pas vous cacher non plus quelle extrême allégresse nous soulève à cet instant. Je n'ai aucune part dans la convocation de ce rassemblement. Ce sont les responsables de l'organisation parisienne du parti de gauche qui l'ont décidé. Et leur caractéristique, c'est que ce sont des femmes et des hommes de la jeune génération. Et les regardant parler ou autour de moi, réagir à ce qui se disait, je vérifiais une fois de plus que si l'histoire est en effet une science, qui par conséquent, sans cesse, doit, par les moyens propres de cette science, approfondir la connaissance qu'elle a des événements et la manière de les situer les uns par rapport aux autres. L'histoire est aussi un récit, un legs qui nous est fait à chacun d'entre nous. Et ce récit nous aide à être des êtres humains ici et maintenant. Les larmes qui nous venaient aux yeux en écoutant le récit. Mais en France, parce que c'est le lieu où s'est produit cet événement immense, qui subjugue encore l'histoire de l'humanité tout entière et la proclame universelle, une et indivisible, la grande révolution de 1789 qui pour la première fois instaure l'être humain en face de lui-même, de sa responsabilité, sans que Dieu ni maître ne détermine qui il est ni ce qu'il doit faire. La France, telle que nous l'aimons avec passion pour cette raison-là. Comment a-t-on pu trouver un édile assez grotesque, assez stupide, assez vil, assez méprisable, pour aller dans les écoles établir quelle est la conviction religieuse d'enfants de 3 à 6 ans, et à partir de là d'en déduire je ne sais quelle origine, comme si ce qui fait que l'on est français serait je ne sais quelle autre appartenance que celle à la patrie républicaine. Être français, ce n'est ni une couleur de peau, nous les avons toutes. Être français, ce n'est pas une religion, il y en a 6 dans notre pays. Être français, ce n'est même pas parce que l'on parle français, car 19 pays ont cette langue en commun comme langue officielle. Être français, c'est avoir une carte d'identité française. Ça, c'est pour la forme administrative, et quant au cœur, le reste en 3 mots, liberté, égalité, fraternité, point final. Ces enfants, ces jeunes gens sont nos enfants. Il revient au président de la République et aux faquins qui l'entourent de prendre leurs responsabilités, de cesser dès maintenant les pleurnicheries dont ils sont coutumiers. Ce maire doit être révoqué. En France, on ne trie pas les enfants d'après leur religion. C'est en pensant à tout ça que nous sommes là ce matin. Je sais que vous êtes venus à cause de ça. Et pour prendre votre place dans un récit plus grand que vous, qui vous installe, qui vous définit au regard des autres. Vous êtes, je suis, ceux qui résistent, ceux qui piochent, et qui disent demain sera le jour d'allégresse où nous pourrons aimer sans cesse. En d'autres termes, non, nous ne sommes pas les vaincus de l'histoire, je veux le rappeler, mais les vainqueurs. Et ce jour qui célèbre la capitulation sans condition des armées nazies nous le rappelle. À la fin, c'est nous qui gagnons.
Mais il faudra avant cela tant de souffrances qu'on peut demander au peuple de se les épargner par l'action de l'instrument le plus précieux dont il dispose, sa raison, sa conviction. La guerre est la poursuite de la politique par des moyens définitifs. Définitifs comme la mort qu'elle distribue largement. Pour libérer les pays d'Europe, il aura fallu 65 millions de morts. Pour libérer la France, il aura fallu préalablement d'abord l'action de la résistance, je vais en dire un mot, mais il aura fallu 20 millions de martyrs russes soviétiques et la gloire de l'armée rouge libérant 17 pays sur 23 en Europe. Oui, l'armée rouge. Ah, il y en a que ça dérange d'avoir été libérés par les rouges. Mieux vaudrait qu'ils s'en souviennent. Car à la fin, c'est toujours nous qui sommes préposés à la libération des autres. Mais tout n'a pas été magnifique, et je n'ai pas l'intention de le faire croire. L'histoire n'est pas seulement celle de l'héroïsme combattant, de la mort éloquente comme celle de Manoukian. L'histoire, c'est aussi ceux qui se couchent, ceux qui abandonnent, ceux qui capitulent, ceux qui collaborent avec l'ennemi, ceux qui continuent à se réjouir dans les théâtres, à chanter, à danser, à écrire des articles dans l'ignoble journal Le Temps, le quotidien de référence de l'époque, journal de la collaboration, confisqué à la Libération pour l'ignominie de sa participation à l'occupation. C'est cette presse pourrie jusqu'à la moelle, tandis qu'en même temps cheminaient en secret les journaux de la liberté, l'humanité, témoignages chrétiens et quelques autres combats. Oui, ce fut cette ignominie. Ce fut la collaboration de Louis Renault, dont l'entreprise a été confisquée non parce que l'État avait l'intention de produire des voitures, mais parce qu'il fallait châtier les traîtres. Et il faut toujours châtier les traîtres. Et la résistance, c'est le général, bien sûr, ce sont les résistants, bien sûr, mais c'est la classe ouvrière, ce sont les milliers de cheminots, ce sont les saboteurs, c'est la classe ouvrière, les ouvriers, les salariés, les travailleurs. Ils restent anonymes, célébrés par des films, et le souvenir de toutes ces belles batailles qu'ils ont menées dans l'ombre. Et maintenant, je finis par une chose qui est une leçon, parce que c'est mon rôle. Une génération après l'autre. Ça sera votre tour de rappeler au suivant. Rien n'existe sans l'individu. À vous qu'on reproche, à qui on reproche tout le temps d'avoir le goût de vous fondre dans la multitude. Nous, vous, nous savons que rien ne compte sans l'engagement personnel. Arrive le moment où même si on est tout seul, on est l'ultime barrière contre la bêtise et la sauvagerie. L'ultime point de départ du goût de la liberté. Et cette toute petite braise rallume toujours l'incendie. Aujourd'hui, c'est le jour de Jean Moulin. Son nom vaut pour tous les autres. Mais écoutez ça. Le 16 juin 1940, vous voyez, c'est le 16, il n'a même pas entendu par hasard à peine le 18. C'est le 16. La Wehrmacht est arrivée là où il est préfet, je crois que c'est Orléans, si ma mémoire est bonne. Chartres. Et les nazis demandent à Jean Moulin de signer un papier pour dénoncer l'attitude de nos frères sénégalais qui constituaient une division de nos armées qui se trouvait là. Les nazis voulaient que l'on dise que ces Noirs, étant des barbares, s'étaient comportés d'une manière odieuse avec la population. Naturellement, ils ne l'avaient pas fait. Et ces Noirs, qui avant d'autres, Arabes, Berbères, venus de tous ces pays, ont débarqué ensuite en Provence et libéré la France. Naturellement, n'avaient rien fait de ce que les nazis voulaient qu'on leur fasse faire. Jean Moulin refuse. Refuser, résister, tenir tête, c'est par là que tout commence.
Ne baissez jamais les yeux, il refuse. On le bat, on le torture, on le jette à terre, on le fout le pied, on le jette dans un cachot. Il refuse, il ne signe pas. Et à la fin des fins, comme un stoïcien qu'il est, la liberté reste intacte pour lui, parce qu'il se coupe les veines avec les barreaux de sa prison. La liberté n'existe que par ceux qui la portent. La dignité n'existe que par ceux qui sont dignes. La résistance n'existe que par ceux qui résistent. Et la République n'est république que par les républicains, c'est-à-dire par nous. Oh mon beau drapeau, qu'il est beau le rouge qui te conclut.